Bonsoir à tous. Alors, nouvelle petite vidéo pour les terminales qui va commencer le chapitre sur le commerce et les échanges internationaux. Avant de parler du commerce et des échanges internationaux contemporains, on va repartir loin en arrière dans le passé, 200 ans en arrière, à l'époque d'Adam Smith, et on va voir comment est-ce que cette idée d'échange a commencé. Les échanges, c'est quelque chose qui existe depuis qu'il y a des civilisations. Les civilisations sont basées sur les échanges. On a inventé l'écriture, les mathématiques pour faire des échanges. Mais la nature des échanges internationaux va changer à partir de l'époque d'Adam Smith, du XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, on a des économies qui sont plutôt basées sur l'autarcie, où le but c'est de produire soi-même, tout simplement parce que le voisin va tôt ou tard l'attaquer pour lui pour essayer d'agrandir son territoire, pour affirmer la personne royale. Bon, l'important c'est d'attaquer. Du coup, si vous fondez votre économie sur des échanges, au moment de faire la guerre, ça se passe pas bien parce que vous allez manquer de trucs. Donc on a des économies qui sont plutôt autarciques. On a également une vision de l'économie comme pas quelque chose qui est en croissance, comme quelque chose qui... La richesse est déterminée, close. Donc plus vous en avez, moins les autres ils en ont, et puis mieux c'est, puisque quand vous allez attaquer, plus vous êtes riche, plus vous aurez de chances de gagner. Cicéron, un Romain, a dit il y a très très longtemps que pour faire la guerre, on a besoin de trois choses, de l'argent, et de l'argent en quantité illimitée. Et il avait bien raison. À partir de l'époque d'Adam Smith et de David Ricardo, on va commencer à s'interroger sur le concept même de richesse limitée dans l'économie et considérer que la richesse des nations, titre du livre d'Adam Smith, c'est pas quelque chose qui est fini, qui est déterminé, qu'en fait la richesse croît, augmente, et que quand vous vous enrichissez, en fait vous piquez pas l'argent du voisin, vous créez de nouvelles richesses à partir de rien du tout. Du coup, en fait le commerce c'est cool, c'est pas genre de vol en fait on pourrait dire, un échange qui serait asymétrique. En fait c'est bien parce que tout le monde s'enrichit, tout le monde est gagnant. Donc, le commerce c'est cool. Adam Smith, il va écrire dans son livre La richesse des nations plein de choses. Je ferai peut-être une vidéo que sur les théories d'Adam Smith et de grands autres économistes. Quand j'aurai fini celle-ci, ce serait bien pour votre culture générale. Mais alors dans ce livre-là, il va dire une chose importante dans votre programme. Il va conceptualiser l'idée d'avantage absolu. C'est-à-dire que si vous êtes un pays et que vous fabriquez voilà, ça, vous pondez et faites des œufs. Du coup, si vous êtes meilleur dans la production d'œufs, parce que vous avez plus de poules que les autres pays, parce que les poules sont plus grosses, mieux nourries ou je sais pas quoi, vous avez intérêt à ne produire que des œufs, puisque ça va être votre avantage absolu, c'est là que vous êtes le plus performant, vous êtes meilleur que tous les autres pays du monde. Donc vous faites que des œufs, vous vendez vos œufs à tous les autres pays vous achètent vos œufs, puisque comme vous en faites plus, ils sont moins chers, ils sont plus gros, ils sont mieux, du coup tout le monde vous achète vos œufs, et avec l'argent de la vente de vos œufs, vous allez pouvoir acheter tous les autres trucs dont vous avez besoin, des draps, de la laine, des armes, du blé, tout et n'importe quoi. Qu'avec la théorie d'Adam Smith, chaque pays va se spécialiser dans son avantage absolu. Alors c'est cool sauf si on n'a pas d'avantage absolu, parce que là, si on n'a pas d'avantage absolu, on verra ça, mais on a intérêt à mettre en place un protectionnisme. Et le protectionnisme pour le commerce international, c'est pas cool du tout. Du coup, David Ricardo, qui est contemporain d'Adam Smith, qui est un tout petit peu après, mais toujours à la même époque, il va réfléchir à un autre concept. Il va penser à un truc qui va s'appeler l'avantage comparatif. Et ce qui est bien dans l'avantage comparatif, c'est que tous les pays auront un avantage comparatif et tous les pays pourront faire du commerce, ce qui permettra de développer le commerce international. Alors l'avantage comparatif, comment ça marche? Je vais vous expliquer ça de la même façon que ce qu'explique Ricardo dans son livre, où il prend deux exemples. Alors pour les deux exemples, on va faire une petite explication pour faire une petite mise en contexte. Il prend l'exemple du Portugal, pour faire plaisir à Tania et à Johanna, et l'exemple de son pays à lui, qui est la Grande-Bretagne. Alors il part du concept que, alors il prend deux produits, le drap, alors le drap, pas genre le drap qu'on met sur nos lits, un drap de laine qui est utilisé pour faire des vêtements, une grande pièce de toile qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, et le vin. Peut-être que Ricardo était alcoolique, on ne sait pas. Et il se dit une chose, voilà, alors nous en Grande-Bretagne, on a eu le moment des enclosures, on a chassé beaucoup de paysans parce qu'on s'est rendu compte, les seigneurs se sont rendus compte que les paysans ils rapportaient pas tant d'argent que ça, et qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent en mettant des moutons.
puisque pour s'occuper des moutons, on va avoir un paysan, 8 border collies, 3000 moutons, et ça va faire plein de laine pour quasiment rien, puisqu'il n'y a pas besoin de s'occuper des moutons, il faut juste les tondre 2 fois par an, avec un berger, ça suffit. Du coup, on a comprimé les frais de production, on dirait dans nos termes à nous contemporains, et on arrive à créer plus de valeur ajoutée. Donc on fait plein de laine, du coup comme en plus on a inventé la machine à vapeur à ce moment-là, on a plein de métiers à tisser qui sont très performants, très modernes, et qui arrivent à produire un grand nombre de draps de laine. Ça marche très bien. Bon, le vin en Grande-Bretagne par contre c'est pas trop ça, hein, sans être œnologue, le vin faut du soleil, et le proverbe qui dit que quand il n'y a pas de brouillard en Angleterre c'est parce qu'il pleut, il n'est pas complètement faux, hein. Donc le vin anglais, voilà, c'est pas ça du tout. Donc du coup l'idée de Ricardo, c'est si on prend un autre pays, par exemple pour lui le Portugal, où on fait du très bon vin, il y a beaucoup de soleil, le Porto, super. Par contre, les moutons au Portugal c'est pas trop ça, et ils n'ont pas trop de draps de laine. L'idée c'est de se dire, en Angleterre on n'a pas forcément le meilleur drap de laine. Enfin, en vrai si, en fait ils ont un avantage absolu pour le drap de laine à cette époque-là, mais mettons. Quoi qu'il en soit, pour le Portugal, ils n'ont pas un avantage absolu dans le domaine du vin. Par exemple, les grands crus de Bordeaux, les vins de Bordeaux sont très réputés et sont aussi très bons. Donc le Portugal, a priori, il n'a pas d'avantage absolu, donc il n'a pas peut-être tant que ça intérêt à se lancer dans le commerce. Sauf que, avec la théorie de l'avantage comparatif, il va avoir intérêt à se spécialiser dans le domaine où il va être le moins mauvais, en l'occurrence le vin. Vous êtes anglais, on vous propose une bouteille de vin portugais, on vous propose une bouteille de vin anglais, vous réfléchissez pas, vous buvez la bouteille de vin portugais. Du coup, le Portugal va être incité à échanger son vin avec les Anglais contre des draps de laine, puisqu'il va avoir un avantage comparatif. C'est dans ce domaine-là qu'il va être le plus performant, c'est donc dans ce domaine-là qu'il va avoir intérêt à se spécialiser. C'est là qu'il va pouvoir réaliser les meilleurs échanges. Et donc du coup, on va avoir des échanges qui vont se mettre en place entre la Grande-Bretagne et le Portugal dans la théorie de Ricardo, puisqu'ils vont chacun avoir un avantage comparatif et se spécialisent dans le domaine où ils sont le plus performants. Comme ils se spécialisent dans le domaine où ils sont le plus performants, ça va avoir 2 conséquences. On va avoir des produits de meilleure qualité, les Anglais vont avoir du meilleur vin, les Portugais vont avoir des draps de meilleure qualité, et les prix vont baisser. La concurrence va faire disparaître les produits qui ne sont pas efficaces. Les vins britanniques tout dégoûtants vont faire faillite et on va mettre des moutons à la place qui feront du drap de laine. Et les 3-4 moutons faméliques qu'il y avait au Portugal vont disparaître et à la place on va planter des vignes. Du coup, normalement, d'un point de vue théorique, dans la théorie de Ricardo, l'avantage comparatif, ça permet d'avoir la meilleure qualité, le meilleur prix pour le consommateur. Ouais, c'est magique. Et c'est cette théorie-là qui va inciter les pays à développer fortement le commerce international. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur votre cours, sur tout ce qui se passe après 1945, après la Seconde Guerre mondiale. On verra comment est-ce que cette théorie vit aujourd'hui, fonctionne aujourd'hui, et on verra également quelles sont les limites qu'on a découvertes à cette théorie de Ricardo. Mais je voulais commencer par ça, puisque je pense qu'avant de vous exposer la descendance en quelque sorte de la théorie de Ricardo et ses limites, c'est peut-être bien de commencer par vous raconter le travail de Ricardo. Voilà. Et pour la prochaine vidéo, alors en plus je suis toujours un malade, donc du coup j'ai des cernes et tout, je vais essayer de vous la faire en plein jour parce que vous allez finir par penser que la vidéo c'est un côté entretien avec un vampire, qui est un très bon film d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, que je vous recommande, où il y a Brad Pitt jeune. et voilà, c'est bon, vous allez vous dire que je ne vis que la nuit, ce qui est complètement faux, je vis aussi le jour, je supporte la lumière du jour et je suis malheureusement loin d'être immortel.